on poursuit cette réflexion suite à la présentation de M. Duclos sur l'ensemble des ODD en se rapprochant de notre thème, hein, bien entendu, qui est la biodiversité pour cette université d'automne. Donc, plus particulièrement les ODD 14 et 15, donc, qui traitent de la biodiversité terrestre et aquatique. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Didier Babin, qui va nous présenter les perspectives nationales, mais aussi internationales, des grands enjeux de ces ODD 14 et 15, en relation, bien sûr, aux autres. Sa présentation, la biodiversité, donc, des objectifs d'Aichi au programme 2030 et après, mais cela après, effectivement, qui nous intéresse beaucoup ici. M. Babin est directeur de géographie, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD en France, au sein de l'unité mixte de recherche TETIS, Territoire, Environnement, Télédétection et Information spatiale. De nationalité franco-canadienne, il est également professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, au Canada, bien entendu. De formation pluridisciplinaire en aménagement du territoire et gestion de l'environnement, il s'est consacré récemment à la comptabilité écosystémique afin d'intégrer la dépréciation du capital naturel dans les comptabilités nationales et des entreprises. Il a participé à la création de l'Institut français de la biodiversité et a été point focal national de l'organe scientifique, technique et technologique de la Convention sur la diversité biologique. Il a intégré durant 5 années le secrétariat de cette convention comme responsable du programme Biodiversité et éradication de la pauvreté. Donc, on voit ici la relation avec les ODD. Et a été, à cette occasion, membre de l'équipe technique des Nations unies pour la préparation des objectifs de développement durable. Auparavant, il a été impliqué dans l'émergence de la plateforme intergouvernementale Sciences politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, comme secrétaire exécutif du processus IMOCEB. Là, ça commence à faire très français, tous ces acronymes. Il a également présidé le Conseil international de coordination du programme Man and Biosphere, MAB, de l'UNESCO de 2016 à 2018 et préside actuellement le MAB France. Depuis peu, il est devenu chef d'équipe du projet de l'Union européenne suite du plan stratégique 11-20 pour la diversité biologique du département de développement durable d'Expertise France, l'Agence française de coopération technique internationale. Veuillez donc accueillir chaleureusement M. Didier Babin. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup d'expérience, c'est un peu long. J'espère que ça n'aura pas pris beaucoup de temps du temps qui m'est imparti. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Effectivement, j'ai été impliqué dans plusieurs processus diplomatiques, scientifiques ou à l'interface sciences politiques ces dernières années. Et je pense que je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'idées, un certain nombre de réflexions sur ce domaine. Alors tout d'abord, le développement durable, en tout cas ces liens entre le développement et l'environnement, mais aussi le commerce, c'est quelque chose qui est au menu des conventions et des réunions internationales depuis 1972. Donc ce n'est pas quelque chose de récent. Et donc tous les 10 ans, on a eu des grands événements internationaux qu'on a appelés des sommets de la Terre et qui se perpétuent et qui se complètent maintenant par le développement des ODD, donc suite aux objectifs du millénaire pour le développement, et puis aussi, je mets dans cette même catégorie les avancées sur le changement climatique, en tout cas sur les négociations internationales, et notamment l'accord de Paris, qui a coïncidé en fait avec l'année de l'adoption des ODD à New York. Alors, je vais parler 2 minutes de la Convention sur la diversité biologique, qui, à mes yeux, est la première convention internationale qui traite vraiment du développement durable. Ce n'est pas forcément comme ça qu'elle est vue par tout le monde, mais si on la regarde précisément, on voit qu'elle reconnaît l'ensemble des dimensions et des valeurs sociales, économiques et politiques de la biodiversité. C'est un accord qui est en fait basé sur une mise en œuvre nationale, des coordinations avec les autres accords internationaux environnementaux et autres. Mais c'est une négociation qui passe aussi par la mise en œuvre de protocoles contraignants. Il y a déjà un certain nombre de protocoles qui ont été passés, notamment sur les ressources génétiques et sur la biosécurité, et sur des programmes de travail qui sont non contraignants. La Convention sur la diversité biologique s'attaque à 3 objectifs principaux, enfin
celle de son article 2, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable des éléments de la biodiversité et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Alors, pour montrer à quel point elle est large, la portée de cette convention est large et traite de sujets qu'on n'attend pas forcément si on voit la biodiversité que comme un élément, j'allais dire, biologique. Elle traite bien sûr de la protection des écosystèmes, mais aussi des ressources génétiques. Elle traite des questions de conservation, mais aussi de justice. Elle traite des questions de commerce, des questions de connaissances scientifiques. Elle s'attaque à des questions comme l'attribution des droits et puis la reconnaissance des responsabilités, et puis des questions qui étaient complètement nouvelles auparavant dans le champ de la protection de la nature, comme les droits de propriété intellectuelle, celles des communautés locales, des Premières Nations, le transfert de technologies, et j'en passe. Alors, cette convention donc, a été signée à Rio en 1992, a mis en place un certain nombre de plans d'action, et notamment des plans décennaux. Et en 2010, après une période de 2002 à 2010, où l'objectif c'était de faire changer la tendance de la perte de biodiversité, avec quelques engagements forts, comme celui de l'Union européenne qui a dit qu'en 2010, on arrêterait la perte de biodiversité. Le constat a été fait en 2010 de dire ben voilà, les objectifs sont loin d'être atteints, ne sont pas atteints. On voit l'état de la biodiversité qui baisse quasiment dans tous les domaines, et puis les pressions qui, elles, augmentent. En 2010, donc, il y a eu le Global Biodiversity Outlook 3, qui a dit très clairement il nous reste 10 à 20 ans pour changer cette tendance. Si on ne change pas cette tendance, les conditions de vie sur Terre pour l'espèce humaine qui existe depuis 10 000 ans vont changer de façon drastique, et on ne sait pas dans quelle direction nous allons. C'était le constat des scientifiques en 2010, il n'a pas changé, et il est même peut-être encore plus aggravé. Alors face à ça, face au constat des scientifiques, effectivement, comment on formule ça pour que, effectivement, les politiques écoutent, et puis aussi les gens de pouvoir, et notamment du pouvoir de l'argent. Alors la première chose qui a été démontrée, comme dans le cas du changement climatique, il y a un coût à ne pas agir. Le coût qui avait été estimé en 2010, notamment à travers l'étude TIB, encadrée par Pavan Sukhdev, qui est un banquier, c'est que le coût de cette inaction politique était évalué à l'époque à 14 000 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 7% du PIB mondial à l'horizon 2050. On est très proche des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Monsieur le ministre, qui parlait de 25 000 milliards d'euros, enfin de dollars. Voilà. Là, on était en 2010 à cette évaluation. C'est-à-dire qu'en continuant à détruire les services portés par les écosystèmes et la biodiversité, on va diminuer les PIB mondial de 7% par an à l'horizon 2050, ce qui est quand même très loin d'être négligeable, puisque je crois que c'est de l'ordre de ce que les États-Unis ont investi, c'est même plus fort que ce que les États-Unis ont investi lors de la crise économique de 2008 dans le système bancaire américain. Donc c'est considérable. Alors face à ça, donc, le Japon a organisé, donc a accueilli la COP 10 de la CBD à Nagoya, et un certain nombre de décisions ont été prises, et notamment la mise en place d'un plan stratégique sur 10 ans, donc 2011-2020, avec les fameux 20 objectifs d'Aichi, que je ne vais pas détailler, et je vous expliquerai pourquoi. Ça prendra du temps, puis il y a une autre raison. Voilà. Donc, en gros, les objectifs sont autour de 5 grands buts stratégiques. Mais surtout, ce qui est pour moi important, c'est la vision qui a été établie à l'époque. La vision, elle est ici décrite, c'est d'ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples. Voilà. Donc autour de ça, c'est organisé donc un certain nombre
d'objectifs, les 20 fameux objectifs, et l'ensemble des pays qui sont signataires de la Convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire tous les États des Nations Unies, excepté le Vatican et les États-Unis d'Amérique, devaient mettre en place des plans d'action nationaux. Alors, si on s'intéresse à la biodiversité, ce n'est pas simplement pour des questions purement biologiques, hein, comme je l'ai dit. Et je vous ai sorti ce petit graphique qui a été fait donc, par le Forum de Davos en 2013 et qui met en vert tous les éléments qui concernent les risques liés aux modifications de l'environnement sur une trajectoire où on a l'occurrence de ces risques et leur impact. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se situent voilà, dans cette tranche un petit peu moyenne, où on a les questions de surexploitation des espèces, on a bien sûr les questions climatiques qui commencent à émerger, etc. Donc gardez ce petit schéma en tête. On va revenir sur l'évaluation qui est faite en 2018, un peu plus tard. Alors, les questions donc, de biodiversité ont été mises en avant dès le début de la négociation des ODD, notamment par les deux présidents de l'Assemblée générale des Nations unies, le Suisse Joseph Deiss et John Ash, qui était de Antigua et Barbuda, voilà, merci, et qui mettaient vraiment l'accent dans l'introduction générale au lancement des ODD sur les liens, effectivement, qu'il y avait à faire entre toutes ces dimensions, comme ça a été bien présenté tout à l'heure. Voilà, c'était vraiment le mandat de l'équipe technique des Nations Unies, c'était d'aider les pays à faire le lien entre l'ensemble de ces objectifs qui traitent à la fois de la protection de la planète, des questions de paix, de prospérité, de bien-être, de dignité et surtout de préoccupation des générations futures. Et je trouve que de ce point de vue-là, le Canada, en vous confiant, vu votre mandat général lié à la famille et bien entendu à l'avenir de nos enfants, est vraiment un exemple vraiment très intéressant, au-delà de le confier à un ministère qui s'intéresserait simplement à la dimension environnementale. Alors, j'étais donc au secrétariat de la Convention quand on a commencé à traiter de ces questions, et on a essayé de mettre en avant effectivement les liens qui existent entre la biodiversité et le développement durable. Et une de mes missions et de l'équipe qui était autour de moi, c'était d'insuffler dans tous les ODD les éléments qui permettraient de prendre en compte les questions de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté, de qualité des eaux, mais aussi des questions de consommation et de production durable, d'urbanisme, etc., etc. Pourquoi? Parce que le lien est établi entre effectivement ces différents types d'ODD, ces différentes thématiques, et on a ce schéma qui est proposé pour montrer à quel point l'économie est liée aux questions sociétales, mais sans cette biosphère et une biosphère en état de santé relativement correct, la société et l'économie risquent de s'écrouler, et surtout, on aura de grosses difficultés à atteindre collectivement ces ODD. Alors, il y a 4 ans, j'étais ici, enfin dans une autre salle, où l'IEDS avait convoqué donc un atelier pour travailler sur ces questions. Et donc, si ça vous intéresse, donc Jean-Pierre Réveret et Jérôme Duprat avaient sorti ce petit bouquin Nature et économie, où j'ai détaillé les fondements, pour moi, d'un développement durable lié à la biodiversité, et surtout les liens qui existent entre, d'un côté, les ODD, les 17 qui sont ici, et l'ensemble des objectifs d'Aichi, pour voir quelles sont les cibles qui sont directement liées au plan d'action 2011-2020 et ceux qui le sont indirectement. Voilà, tout le travail qu'on a fait avec les collègues pendant cette période pré-validation des ODD a été effectivement insuffler là où ça nous semblait nécessaire des éléments liés aux cibles d'Aichi dans les ODD. Donc, essayer effectivement d'apporter un certain nombre de cohérences, mais je reviendrai là-dessus en montrant qu'il y a aussi des tensions, il y a aussi des endroits où ça pose problème. Alors,
Le cri d'alarme, il continue à être là, c'est-à-dire qu'effectivement, le constat au niveau politique, on essaye d'avancer, mais il reste un certain nombre de problèmes très très importants. Et le cri d'alarme des scientifiques continue avec la création de la plateforme IPBES aussi. On va vers un mur, on ne sait pas quelle est la distance qui nous sépare de ce mur, et on ne sait pas très bien à quelle vitesse on va. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est face à un problème important en termes de biodiversité. Alors, je reviens sur mon petit schéma de tout à l'heure. Là, c'est l'édition 2018. Donc, pour moi, ça représente la vision, la perception qu'a le monde économique, et à un niveau quand même assez important, puisque c'est vraiment l'État... Enfin, c'est le Forum économique mondial qui le met en avant. Voilà, vous voyez les petits points verts que j'ai vus tout à l'heure. Ben, ils sont montés, ils ne sont plus dans la vision. Voilà, on a ces problèmes environnementaux au centre des problèmes du monde, mais ils montent, et ils sont de plus en plus impactants et de plus en plus occurrents d'un point de vue statistique. Donc, on a bien entendu les événements extrêmes d'un point de vue climatique, les désastres naturels, les questions liées à la mitigation et à l'adaptation, et on voit aussi la question de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes qui montent. Et vous voyez, c'est très proche des questions d'attaques cybernétiques, c'est au-dessus des attaques terroristes, et c'est dans le même secteur que les questions liées aux crises migratoires majeures à l'échelle du globe. Donc la vision des économistes, en tout cas des politiques économiques, met en avant ces risques de plus en plus importants liés à la biodiversité, au changement climatique et à ces questions environnementales d'un point de vue général. Alors, à l'intérieur des ODD, je voudrais vous présenter deux petites choses en lien avec ce qui va se discuter aujourd'hui et puis de la présentation suivante sur les questions de statistiques. Deux objectifs, deux cibles des ODD. Le 15, on a vu que donc, la biodiversité terrestre était surtout dans le 15, elle est aussi ailleurs. Mais ce qui, moi, je voudrais citer particulièrement maintenant, c'est dans ces deux éléments des cibles des ODD. Le 15.9 qui dit que d'ici 2020, il faut intégrer la protection des écosystèmes et la biodiversité dans tout un tas de choses, planification nationale, stratégie de réduction de la pauvreté, mais aussi dans des outils comme la comptabilité. Dans la comptabilité nationale, pour effectivement voir combien coûte la biodiversité, sa perte et la dégradation des écosystèmes. Et le tout dernier objectif, la toute dernière cible des ODD, qui, moi, m'apparaît, elle pourrait être la première. On aurait pu l'inverser. C'est de dire, ben, si on veut regarder comment on met en place ces ODD, il nous faut des instruments. Il nous faut des éléments pour l'évaluer. Et une des propositions qui est faite, c'est d'utiliser des outils qui vont au-delà du produit intérieur brut pour effectivement éclairer la décision publique et éventuellement les décisions d'investissement pour voir effectivement comment les choses évoluent. Donc, l'objectif 17-19 tend à aider les pays en développement à développer leurs outils de capacité statistique pour appuyer donc l'observation et le suivi des ODD. Alors, il y a tout un tas d'éléments depuis quelques années qui visent à effectivement aller au-delà du produit intérieur brut. Je vais simplement dire deux objectifs qui sont liés à ces questions de développement de la comptabilité des écosystèmes. Le premier, c'est effectivement d'évaluer la dégradation ou l'amélioration des écosystèmes qui résulte de l'activité économique. Donc, c'est d'établir un bilan biophysique et écologique. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, dans un deuxième temps, d'évaluer les coûts non payés ou payés qui correspondent à cette dégradation. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amortissement du capital naturel. Et les comptables nationaux parlent dans ce cas-là du calcul de la demande finale au coût complet. C'est-à-dire quand effectivement on a quelque chose, on voudrait un produit ou un bien, on voudrait savoir derrière qu'est-ce qu'on a perdu comme capital, pas simplement financier ou économique, mais aussi en termes de capital naturel. Alors, des pays se sont engagés dans ce type de démarche, notamment une étude expérimentale a été faite sur l'île Maurice, qui n'est pas forcément l'endroit où on a le plus de capacité
pour développer ce genre de choses, mais l'Institut statistique de Maurice a fait une évaluation. Donc il y a des outils qui existent, qui permettent, parce qu'on dit toujours la biodiversité, on n'arrive pas très bien à l'évaluer, on manque de type d'instruments de mesure. C'est possible, bien entendu, ça peut être amélioré. Et ici, à travers cette évaluation, on a mesuré l'évolution de la capacité écosystémique, c'est-à-dire d'un ensemble qui prend en compte à la fois les changements d'occupation des sols, le système lié à l'eau, des stockages de carbone et aussi l'infrastructure écologique. Donc on a fait un mixte en développant des indicateurs, des indices multicritères, mais qui permettent, par exemple, au gouvernement mauricien qui avait commandé cette étude de s'apercevoir qu'entre 2000 et 2010, ils avaient perdu 14% de la capacité de leur écosystème. Voilà. Donc ça fait quand même un peu réfléchir lorsque le titre de ce programme s'appelait Maurice île durable. Alors, au Québec, je n'ai pas pris l'exemple du Canada parce que je le connaissais un petit peu moins bien, mais je suis content de voir qu'il y a des gens de l'Institut de la statistique du Québec. On a commencé à évaluer ce genre de choses, à faire un compte des terres. On a aussi des études scientifiques qui permettent d'évaluer le stockage de carbone dans les sols, le stockage de carbone ou le déstockage dans les écosystèmes, notamment les milieux humides, et puis les tourbières, et puis aussi dans les forêts. Donc on a un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir cette vision un petit peu holistique de l'évolution d'un territoire. Et puis on pourrait imaginer l'étendre à d'autres zones. Je sais que Statistique Canada a beaucoup travaillé sur les questions de l'eau, aussi sur l'occupation des sols. Voilà, mais on pourrait très bien imaginer de travailler sur d'autres territoires. Par exemple, au nord de cette zone, là, il y avait depuis un certain temps un projet qui s'appelait le Plan Nord. On pourrait très bien avoir une approche holistique pour essayer de voir effectivement est-ce qu'on va vers du développement durable. Voilà, on a les éléments, en tout cas statistiques, pour le faire. Alors voilà ce que ça peut donner, ce genre d'approche. On peut descendre d'un point de vue territorial. Bon, ça, j'ai emprunté ce petit schéma à Stéphanie Wood de l'Institut, pour dire que même à l'échelle plus locale, ce type d'approche permet d'avoir un certain nombre d'informations pour voir effectivement comment les écosystèmes évoluent, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, et puis essayer avec ça d'avoir un bilan exhaustif, mais aussi opérationnel, et puis le moins subjectif possible de l'évolution des territoires. Alors, pour la suite, dans la minute qui me reste, donc pour certains qui le savent, donc la Convention sur la diversité biologique a sa prochaine COP qui va avoir lieu dans quelques semaines en Égypte. Je viens de changer de travail. Mon but maintenant, c'est je travaille pour l'Union européenne, en fait, à préparer la future COP, c'est-à-dire celle de 2015, qui devra réinventer le plan stratégique post-Aichi. Et l'idée, pour l'instant, c'est d'essayer de s'inspirer de la pré-négociation qui a eu lieu avant l'accord de Paris pour essayer de faire en sorte que l'accord de Pékin en 2020 ait le même type d'importance que l'accord de Paris en 2015. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, l'agenda de la prochaine COP à Sharm el-Sheikh, il y a l'adoption du processus qui va nous amener vers ce futur plan d'action post-2020 de la CBD. Est-ce qu'on va vers l'équivalent des NDCs sur la biodiversité? Il y a déjà des éléments dans les NDCs climat qui parlent d'aménagement du territoire, de protection des zones boisées, des zones où on stocke du carbone. La question supplémentaire, ça va être de savoir quel type de mécanisme de surveillance, de monitoring on va mettre en place pour voir ces engagements. Si les pays vont vers des engagements, il va falloir les suivre, comme c'est le cas dans la Convention climat. L'autre chose qui est importante à regarder, c'est à travers les ODD, j'ai montré qu'il y avait beaucoup de choses qui, moi, me semblent positives. Il y a des interactions positives, mais il y en a aussi qui peuvent être négatives, ou en tout cas où il y a des tensions. L'industrialisation, l'énergie, il y a des questions qui n'ont pas été traitées, et ça serait très intéressant de voir comment on peut soit neutraliser ces aspects-là, soit les rendre positifs. C'est-à-dire se dire, comment on fait des infrastructures
verte, comment on compense, essayer de voir comment ces tensions peuvent être diminuées. Est-ce qu'on va vers un protocole sur l'utilisation durable de la biodiversité? Je sais que c'est un gros mot dans la communauté sur la biodiversité, mais si on veut être cohérent, on a des objectifs de développement durable. Je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait de se donner 8 ans, 10 ans pour se dire on met en place, on discute un protocole. Ce protocole pourrait rentrer en application d'ici 2030 et dans une deuxième phase où on va être obligé de renégocier les ODD, eh bien, ce protocole sur l'utilisation durable va s'imposer à l'ensemble des pays à travers un nouveau processus. Le slogan de l'accord de Paris, c'est d'aller vers une société décarbonée, au-delà des indicateurs du type ne pas franchir le 1,5 ou le 2 degrés. Ça, c'est des arguments techniques, j'allais dire. Mais c'est quoi notre projet politique? C'est quoi notre projet de société sur la biodiversité? Est-ce que c'est de combiner les deux? De se dire, ben voilà, on va vers une société qui est à la fois décarbonée et qui est écologiquement durable? Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le dire, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Quelle est, à travers l'avenir, c'est-à-dire cette vision 2030-2050, quelle est la vision de la société pour la biodiversité? Beaucoup de convergence entre les 3 conventions de Rio, désertification, changement climatique et biodiversité. Ben, est-ce qu'on fait quelque chose de tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers des outils communs, par exemple de suivi? Je ne sais pas. Tout ça, on va en discuter. Voilà. Et un des objectifs, en fait, comme je l'ai dit, ça serait de se dire, voilà, on a un bel accord de Paris sur le climat, même s'il est hyper difficile à mettre en œuvre et si effectivement il y a énormément de difficultés. Est-ce qu'on se donne comme ambition d'avoir un accord de Pékin sur la biodiversité qui soit à la fois transformationnel, transformative en anglais, je ne sais pas si c'est transformationnel en français, je dirais transformationnel, et ambitieux? Voilà, tout l'enjeu est là. Et là, je vous parle en direct, sans langue de bois. Dans 2 semaines, je serai à la COP où là, on sera avec des diplomates. Donc, on va voir comment, effectivement, on peut faire monter, et notamment avec les collègues de la délégation chinoise qui vont accueillir la COP 15, comment on peut, avec eux, travailler vers un accord de ce type. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Babin. On serait rendu à la période des questions. Alors, Didier, merci. Je pense que tu as bien dit tout ce qu'on voulait. Ma réflexion, c'est un petit peu sur la question des villes, parce que tu as bien parlé de tout ça. Mais je voudrais t'écouter un petit peu, parce que, par exemple, moi, j'étais parti d'un effort de recherche pour dire qu'est-ce que c'est la nature du siècle urbain, qu'on dit, celui-là. Donc, tout ce qu'on va parler d'ici va passer par les villes. Donc, je voudrais t'écouter comment ça passe par les villes et comment on peut profiter du fait que toutes ces décisions vont passer par le moteur urbain pour essayer de réussir. Voilà, merci. Merci, Oliver. Donc, Oliver est mon ancien collègue à la CBD. Mais des fois, il pose des questions voilà, intéressantes. Challenge, en tout cas. Non, mais je pense qu'il y a 3-4 choses à dire sur cet aspect-là. La première chose, c'est qu'on vit dans un monde qui est urbanisé. Effectivement, depuis quelques années, on a plus de 50% de la population mondiale qui vit dans les villes, et l'ensemble des zones à travers le monde qui sont en train de se développer, d'un point de vue démographique, ce sera par de l'urbanisation. Et ça sera essentiellement par l'urbanisation incontrôlée, c'est-à-dire le développement des bidonvilles. Donc on a des gros challenges. Voilà, on avait fait une petite plaquette au démarrage des ODD qui était notre 2e plaquette. Et l'idée, c'était de dire, voilà, biodiversité, ça concerne tout le monde. Et on avait fait une plaquette qui s'appelait Biodiversity and Slums. Voilà, qu'est-ce qu'on entendait par là? Effectivement, ça accrochait les gens. Et c'est effectivement, il y a des bidonvilles, il y a des zones qui utilisent la biodiversité qui est proche pour trouver des solutions en termes de sécurité alimentaire, en termes de médicaments. Je me souviens notamment
d'un bidonville juste à côté de Nairobi au Kenya, qu'on avait visité il y a quelques années, où les gens nous avaient dit qu'ils prenaient vraiment... Ils faisaient très attention à cette forêt juste à côté de chez eux, alors que c'était vraiment... voilà, c'était très très bizarre. Et ils mettaient en avant le fait qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de médicaments qu'ils trouvaient en forêt. Voilà, donc c'est un élément, la gestion de l'eau, etc. Il y a plein d'autres choses. Donc on est dans un siècle, effectivement, où on va vers l'urbanisation forcée, généralement dans des zones côtières. Donc ça pose des questions fortes avec le lien terre-mer, et pas simplement les séparer. Et puis l'autre, c'est que si on veut avancer, d'avoir un momentum sur la biodiversité, comme on a eu sur le climat, on ne peut pas faire sans un certain nombre de partenaires qui sont les villes, les collectivités locales, les entreprises, la société civile en général. Ce n'est plus les États qui décident, on l'a vu par rapport au changement climatique. S'il n'y a pas toute la société derrière, ça n'avance pas. Donc les villes, en tant que zone vraiment de mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, ont un rôle fondamental. Et la dernière chose que je voudrais dire sur les villes, c'est qu'effectivement, les villes sont ce qu'on peut appeler des pieuvres. C'était l'image qu'utilisait mon ancien collègue Jacques Weber en disant que voilà, les villes, elles vont chercher les ressources avec leurs grands bras à l'autre bout du monde, elles vont chercher l'eau pas trop loin pour qu'elle soit non polluée, et puis généralement elles renvoient un certain nombre de déchets. Donc imaginez la ville en lien avec le développement durable, c'est pas la regarder avec juste à la frontière, mais c'est aussi toute cette question de se dire mais comment l'énergie qui arrive, les produits qui arrivent sont éventuellement... on apporte dans ces villes, en fait, on intègre des dettes écologiques, en fait, en apportant un certain nombre d'éléments extérieurs à cet organisme, quoi, pour le faire vivre, tout simplement. Donc, voilà, c'est une vision un peu plus fonctionnelle, j'allais dire, de cette dimension urbaine, que simplement se dire, voilà, on va développer la nature en ville, point. C'est bien plus large que ça. Ça, on sait à peu près le faire, mais il y a d'autres éléments. Qu'est-ce que c'est qu'une ville verte, une ville exemplaire? Ben, il y a effectivement à prendre en compte toutes ces questions. Voilà. Hier soir, on avait M. Serge Bouchard qui nous parlait de la biodiversité, en revenant bien sûr aux grands philosophes grecs, Socrate et Platon, qui, disait-il, avaient une haine de la nature. Donc, tout ce qui était organisé était bien, et tout ce qui relevait de la légende, des mythes, des forêts, était mauvais. Donc, on est rendu, bien sûr, aujourd'hui à mieux apprécier la biodiversité. Comment arriver à transformer justement les villes, parce que ma question initiale était à propos des villes, justement, là. Comment arriver à faire apprécier cette question de biodiversité à l'échelle de la gouvernance municipale? Parce qu'à Haïchi, c'est vraiment à un très haut niveau, là. Mais comment arriver à aller atteindre les décideurs municipaux, selon vous? Ben, ce n'est pas une question très simple. Je pense qu'on aura peut-être, je vais renvoyer, comme tout à l'heure, je vais finir par être un bon politique. Effectivement, c'est vous qui allez nous donner la réponse à travers ces 2 jours. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'effectivement, on n'en est plus à voir la biodiversité comme quelque chose qui nous agresse. On peut le voir de cette manière-là aussi, sur un certain nombre d'éléments qui nous font prendre conscience de qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Il y a quelques années, moi j'étais basé à Montpellier, dans le sud de la France, et j'avais été interrogé justement pour voir comment on pouvait prendre en compte la biodiversité en termes d'aménagement du territoire, mais localement, lié aux villes, etc. Et donc, les solutions, c'était essentiellement la gestion de la faune sauvage, les aires protégées, etc. Je dis, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, pour moi, c'était l'arrivée du chikungunya à Palavas-les-Flots, c'est-à-dire une zone touristique. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que ça veut dire que les Parisiens, les Néerlandais, les Belges vont déserter la côte languedocienne pour des questions de santé et qui sont liées à l'arrivée des moustiques, liées à un certain nombre de disparitions de zones humides?
pas simplement le fait qu'il y en ait beaucoup, mais aussi leur disparition, c'est-à-dire qu'on a concentration des moustiques à certains endroits et des émergences de pathologies à ces endroits-là. Ça a été pas mal montré aussi en Afrique avec les transports de maladies liées aux oiseaux migrateurs. Et l'autre problème, c'était le fait qu'on a des pratiques d'échange de naissains entre les producteurs d'huîtres à l'échelle européenne qui font qu'on transporte, on échange une algue qui est potentiellement mortelle pour l'homme. Donc ça veut dire que les cultures de moules, les cultures d'huîtres qui se font dans les étangs palavaciens, donc juste à côté de Montpellier, sont potentiellement avec une toute petite augmentation de la température. Cette algue qui s'appelle Alexandrium notamment se développe, s'enquiste et devient mortelle pour la consommation humaine. Donc c'est au-delà de dire la nature est belle, etc., c'est de dire il y a des vraies questions économiques, il y a des vraies questions d'aménagement de la ville liées aux questions notamment de santé, de bien-être. Voilà. Donc c'est dépasser, à mon avis, prendre en compte les dimensions d'émerveillement de la nature, de découverte, etc., mais aussi prendre en compte des vrais problèmes et pas se cacher, se voiler la face et d'essayer d'aborder ces questions-là. Ce n'est pas simple, mais effectivement, il faut essayer de régler ces questions. Si on enlève la conchiliculture et puis le tourisme dans cette zone-là, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité économique. On a parlé tantôt sur les questions de changement climatique, de l'importance d'un prix carbone et de la mise en place d'instruments de taxation carbone ou de permis échangeables, donc sur un objet très spécifique, changement climatique, énergie, des instruments très bien ciblés. En matière de biodiversité, on peut y faire quoi? Peux-tu nous parler un peu de ces principaux instruments économiques à laquelle on peut réfléchir ou proposer en termes d'adaptation pour à la fois maintenir cette protection, mais aussi partager le coût du maintien de... Autrement dit, quel genre d'outils peut-on développer et comment mieux s'outiller pour tenter de favoriser ces stratégies, mis à part de participer à COP 14 et 15, comme tu le fais si bien? Les questions vont en complexité grandissante. Alors, l'économie, c'est des outils. Enfin, pour moi, je vois ça comme des outils, et avec un outil, avec un marteau, on peut enfoncer un clou, se taper sur les doigts. Donc, au-delà de l'outil lui-même, il faut savoir comment on l'initie, comment on le suit, comment on le met en œuvre, est-ce que le taux est le bon, etc. C'est loin d'être simple. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement on dit on va mettre un prix sur le carbone et c'est réglé. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, sur le carbone, on a un petit peu avancé. Sur la biodiversité, il y a un certain nombre de choses qui existent, qui ont beaucoup trait à des choses qu'on n'aime pas beaucoup entendre, c'est la fiscalité. Notamment, il y a des études qui ont été faites, et c'est un des objectifs d'Aichi, justement, c'est d'essayer de faire en sorte que, déjà, la fiscalité qui serait perverse, c'est-à-dire une fiscalité qui favoriserait la dégradation de la biodiversité, il faut essayer de l'arrêter. Alors, ça paraît simple à dire, mais quand on a une fiscalité ou des subventions qui favorisent certains types d'activités, je pense simplement à la politique agricole commune au niveau de l'Union européenne, qui, effectivement, telle qu'elle est actuellement, va plutôt dans le sens d'une dégradation de la biodiversité, comment on fait pour arrêter, réduire ce type de fiscalité perverse? Alors, ça plaît à certains, et bien entendu, ça ne plaît pas à ceux qui recevaient les subventions. C'est évident. On pourrait l'imaginer dans d'autres secteurs d'activité, la foresterie, les pêcheries, le transport, l'énergie. Voilà, ça peut être large. Alors, après, il y a une autre manière d'aborder les choses qui a été développée depuis pas mal de temps, c'est celle d'essayer de mettre des prix sur des services. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et là, on essaye donc de donner des prix avec des difficultés méthodologiques et puis surtout des limites au niveau de la portée de ces évaluations. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine envergure, j'allais dire, au-delà des micro-projets ou des projets, quand on se projette à des échelles plus larges ou à des échelles de temps
plus conséquente, ça devient vraiment problématique, ce type d'approche. L'autre solution, ou en tout cas démarrage, et là c'est lié à l'économie et à la comptabilité, pour moi c'est de dire, voilà, quand on va détruire un écosystème, on perd un certain capital, quel est le montant de ce capital? Un peu, et puis essayer de donner cette évaluation à travers les coûts de restauration. Tout à l'heure, j'ai entendu donc la proposition de mettre 1% des travaux, si j'ai bien compris, d'infrastructure dans le reverdissement. Moi, je dirais, évaluons quel est le coût de restauration des écosystèmes qu'on a perdus. C'est peut-être 0,5%, mais c'est peut-être 10, c'est peut-être 15. Et donc, comment on fait pour dire à quelqu'un qui construit cette infrastructure, écoutez, là, ce que vous faites, ça sera utile pour la collectivité, mais c'est un coût. C'est un coût pour la collectivité. C'est un coût pour les générations qui viennent. Et donc, ça veut dire qu'ici, il faudra peut-être investir 10% de ce montant, ou bien 5, comme je l'ai dit, ou bien 0,5, je ne sais pas. Mais en tout cas, essayer de donner de la valeur à travers cette évaluation des coûts de restauration, et si c'est possible, de compenser effectivement avec plein de difficultés à droite, à gauche. Dernière chose que je voulais dire, et qui est peut-être la plus complexe, c'est lié à ce que j'ai appelé tout à l'heure les dettes écologiques importées. Quand on importe des services ou des produits, par exemple de Chine, on n'internalise pas les coûts liés à la pollution de l'air en Chine, parce qu'on cherche à payer le moins cher possible le produit qu'on importe. C'est un peu paradoxal de dire à la Chine, écoutez, essayez quand même de polluer un petit peu moins l'air, parce que là, ça nous pose problème. Vous pourrez nous dire, écoutez, OK, je triple mes prix des produits pour intégrer les externalités dans mes prix, et pour effectivement investir dans la dépollution. Comment on fait pour intégrer ces dettes et ces crédits écologiques, climatiques, etc., dans les échanges internationaux? Là, on met le doigt dans l'OMC, et là, c'est une autre paire de manches. On va essayer d'ouvrir ces questions-là à travers les questions de consommation et de production durable, à travers la mise en œuvre des ODD. Mais jusqu'à maintenant, quand on a ouvert la boîte de Pandore qui concerne le commerce, dans le cadre de la CBD par exemple, mais dans le cadre du climat, c'est un peu pareil, et oulala, ça c'est à l'OMC que ça se règle. Et on sait comment ça se règle à l'OMC. On ne va sûrement pas parler de biodiversité. Voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter. On a pris un certain retard. Mais, M. Babin, merci beaucoup. Vous avez bien identifié au départ que la Convention sur la diversité biologique était probablement la première et seule convention sur le développement durable. Donc, vous avez bien montré que cette diversité biologique est la base, vraiment, de toute la construction future de la société. Vous avez à la fin reconnu des problèmes de quantification de cette biodiversité-là. Alors, je pense que vous avez très, très bien mis la table pour le thème qui est biodiversité, moteur pour les ODD. Alors, on vous en remercie énormément. Merci.